Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. C'est la meilleure émission de la journée. Celle que je préfère, c'est On refait le salon. J'ai plein d'invités, ils ont tous des choses intéressantes à vous dire. Mais vous allez voir, on va peut-être un peu plomber l'ambiance quand même. Alors, j'accueille tout d'abord Éric Sargiacomo. J'ai bien prononcé, il faut prendre le micro, Éric. C'est parfait. Vous êtes député européen, groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Donc en gros, les socialistes. Oui. On va dire ça comme ça. On va résumer. Pour les Français, c'est très bien. Marie-Cécile Damave, donc responsable innovation et affaires internationales d'Agridé. Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole. Voilà. Ensuite, Michel Sala, vice-président du syndicat national des médecins biologistes. C'est ça, bonjour. Bonjour, et vous n'êtes pas trompé de plateau, on aura l'occasion d'expliquer pourquoi tout à l'heure. À ma droite, Jérôme Cailleret, vous êtes agriculteur bio, vous faites de l'élevage, de la viticulture, de la céréaliculture. Où ? Humbercourt, dans la Somme. Dans la Somme. À vos côtés, Sophie Marquis. Bonjour Sophie. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Déléguée générale de l'ACDV, Association Chimie du Végétal. C'est voilà. La filière des produits biosourcés. Ouais, en gros, on enlève le plastique et on met du végétal à la place. Exactement. On va dire ça. Dans la maison, partout. Dans la peinture, la détergence, la cosmétique. Et à ma droite, Michael Lepellé. Bonjour. Responsable marketing de et agronomie de Yara. Voilà, et vous faites des engrais. On aura l'occasion d'en reparler. Bon, j'ai plombé l'ambiance très clairement. Pourquoi le gouvernement prend peut-être du retard sur la potentielle épidémie de grippe aviaire, mais qui concerne l'homme. Alors, il faut qu'on en parle très sérieusement, Michel. Vous êtes médecin et vous venez ici tirer une sonnette d'alarme. Expliquez-moi pourquoi. Oui, c'est très simple. Il faut parler bien près du micro. C'est très simple. Nous avons eu une alerte par les autorités sanitaires il y a environ une quinzaine de jours sur la mise en place d'un système de surveillance et d'alerte d'une éventuelle grippe. Alors nous, on dit plutôt la grippe zoonotique, puisqu'il y a aviaire, mais il y a porcine, il y a également, il y en a d'autres, mais des grippes qui seraient transmises, non pas d'homme à homme, comme d'habitude, ce qu'on appelle la grippe saisonnière, mais transmise par les animaux. Et ce système d'alerte, c'est un système du XXe siècle. Je vous ai apporté la fiche de renseignement pour que vous voyez, on dirait un arrêt de travail de la Sécu. Hein, donc pour remplir ça, ouais. Et alors ce truc-là, ça doit être transmis de l'infirmière qui fait le prélèvement en milieu rural, qui doit transmettre au labo. Le labo, elle va se perdre. Après, il y a le système de signalement, c'est un système, on ne précise rien. Et c'est vraiment regrettable. Pourquoi ? Parce qu'on a vu dans le passé que quand le gouvernement, les autorités sanitaires veulent, ils peuvent. La surveillance épidémiologique du Covid a été un modèle à la fois de rapidité, d'efficacité. Mais ça ne s'est pas mis en place de suite. 8 semaines. 8 semaines. Et là, on aimerait bien ne pas avoir ces 8 semaines anticipées. Mais là, on sera encore trop tard. Ce système est un système qui ne fonctionnera pas. Parlez bien près du C'est micro. un système qui ne fonctionnera pas, ce qui signifie que si jamais, quelque part, dans le sud-ouest, parce qu'il y a beaucoup d'élevage, il y a un cas de transmission à l'homme, moi, je pense qu'il y a une chance sur 3 que on soit au courant. Que ça n'arrive pas là où ça devait arriver. Exactement. Mais il n'y a pas un truc qui s'appelle Internet, là, qu'on a créé ? Voilà, bien sûr. Il y a des systèmes digitaux et le système qui s'appelait CIDEP pour le Covid était un système modèle. Franchement, il a fonctionné. Le gouvernement a été d'une agilité, sincèrement, incroyable. Alors, mais pourquoi on est mauvais ? Mais parce que le Covid est fini, qu'on est revenu avec les vieux travers administratifs de notre fonctionnement français, dans la santé comme ailleurs. Et on ne parle pas quand même de quelque chose de particulièrement sympathique. Alors, il faut expliquer. Donc, la grippe aviaire, on connaît. Aujourd'hui, ça concerne beaucoup d'espèces bien au-delà des oiseaux. On va dire c'est très diffusé dans le milieu des oiseaux, mais ça concerne d'autres espèces. Il y a combien de cas de morts, de contamination ? Heureusement, très peu, à peu près en 2020. Cette année, 80 cas dans le monde. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est trop, mais il n'y en a pas en Europe. Il y en a eu essentiellement en Amérique et en Asie. Hein, donc il n'y en a quand même pas beaucoup, heureusement. 80 morts ou 80 contaminations ? Non, 80 contaminations. 80 contaminations. Et ce qu'on redoute avant tout, c'est le risque de contamination d'homme à homme. Effectivement, ce qu'on a très peur, c'est qu'il y ait des possibilités de recombinaison entre un virus de grippe saisonnière, c'est-à-dire qu'un agriculteur ou quelqu'un d'autre qui va se contaminer avec son élevage et qui a par ailleurs une grippe,
parce que ça arrive, la grippe saisonnière, et bien qu'il y a une espèce d'hybridation entre les deux grippes qui donne une nouvelle souche qui soit encore plus pathogène que les autres, effectivement. Mais Michel, quand je rencontre des scientifiques de différents instituts, ce qu'ils me disent, c'est on est sûr que ça va arriver, on ne sait pas quand, mais on est quasiment sûr que ça va arriver. Donc il faut se préparer. Et là, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut aller plus loin, plus vite. Et encore une fois, les autorités sanitaires savent faire. Donc c'est plus un problème de moyens et de volonté que des barrières technologiques. Et on va avoir le même problème aussi par rapport aux masques et tout ça, puisque c'est une grippe aviaire, est-ce que ça a des risques de contamination par voie aérienne ? Alors, bien sûr, la grippe aviaire, c'est comme la grippe saisonnière, elle se transmet pareil, avec une particularité supplémentaire, c'est que la grippe aviaire, comme elle est transmise par les animaux, il peut y avoir une transmission, par exemple, par les mains qui ont touché des cadavres d'animaux, et après on se frotte l'œil, par exemple, parce qu'il faut toucher une muqueuse. Donc la muqueuse, c'est soit la muqueuse respiratoire, soit la muqueuse oculaire, par exemple. Alors, vous représentez donc le syndicat national des médecins biologistes et vous dites il nous faut la capacité aujourd'hui à avoir les analyses, les PCR, ça on les a ? Ça, on les a. Il n'y a aucun problème. Techniquement, c'est très simple. Tout marche. C'est juste que ce qui sort de l'appareil de PCR, c'est des résultats qui sont digitaux. Après, on les transcrit en papier pour les gens. Mais ils sont digitaux. Et si on branche une prise, si je puis dire, comme on a fait pour le Covid, tout remonte directement dans un serveur central national et le gouvernement sait en temps réel s'il y a un foyer quelque part à droite à gauche. Mais j'arrive pas à m'expliquer, enfin je sais pas, monsieur le député européen, comment on arrive à passer à un système, on sait qu'on a un risque qui est important et on passe par une étape papier alors qu'on doit gagner des jours, enfin des semaines ou des jours. Non, alors c'est un excellent sujet et on a été confronté, on parlait du sud-ouest, mais à cette situation-là pour la grippe aviaire et notamment sur les canards et les élevages de foie gras à 4 reprises en 6 ans. Donc c'est un sujet qui devrait attirer notre attention. On sait que les virus aviaires peuvent se transmettre à l'homme sous certaines conditions. Je rappelle quand même que la fameuse grippe dite espagnole était de ce type-là et a été encore plus ravageuse que le Covid. Aujourd'hui, on a un besoin de mettre en place un système d'alerte et je pense que ça dépasse simplement l'échelle gouvernementale, hexagonale, mais à l'échelle européenne. Qui dit alerte dit aussi prévention, donc achat de banques d'antigènes, de banques de vaccins pour pouvoir dérouler des vaccins beaucoup plus rapidement et éviter de courir après en fait la maladie, puisqu'on se rend compte notamment dans les épizooties que le problème c'est qu'à force de faire des zones tampons qui sont dépassées dès qu'on sort les vaccins, on court et plus on court, plus on risque cette transmission à l'homme et petit à petit de l'homme à l'homme. Donc en fait, il faut aller en amont et avoir une véritable politique sanitaire préventive à l'échelle de l'Union européenne sur les épizooties avant que ça se transforme en zoonose. Et Eric, rassurez-moi, au niveau européen, tout est prévu, tout est calé. Si j'avais cette certitude, je n'aurais pas fait un événement il y a quelques semaines avec des scientifiques, la DG Santé. Il y a une prise de conscience, mais il faut aller au-delà de la prise de conscience. Les labos sont prêts. Simplement, ils ont besoin aussi d'un soutien public de l'Union européenne et des États, parce que je crois que les États prennent conscience progressivement de l'importance d'une stratégie vaccinale dès les animaux et pas simplement une fois que ça arrive à la situation humaine. Alors, il faut savoir que ce virus, il contamine très rapidement les volailles. Pour l'instant, effectivement, il y a une étude de l'INRAE qui montre que quand on introduit une volaille saine dans un marché asiatique, de suite, elle attrape le virus en quelques minutes, enfin une contagiosité très très importante, ce qui ne veut pas dire du tout que le virus qui sera recombiné, je ne sais pas comment on dit avec la grippe normale, sera aussi contaminant, enfin ça à savoir. Mais c'est vrai que ce qu'on voit quand même, c'est que c'est une mauvaise grippe. Dangereuse, ce qui peut arriver. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Effectivement, il y a une possibilité que ce virus soit plus pathogène, plus transmissible. C'est Parce comme que... le Covid, vous savez, on voit bien que le Covid de nos jours n'est pas le Covid de 2020. Les virus évoluent dans le temps et je suis incapable de vous dire... Donc il faut s'adresser à qui ? Au gouvernement, au ministre de l'Agriculture, au ministre de la Santé, en disant prenez les devants et... Ministère de la Santé, c'est eux qui avaient tout monté, donc... avec beaucoup de brio d'ailleurs. Encore une fois, je tire mon chapeau en 8 semaines. D'accord. Donc, il s'appelait le CIDEP, ça a été monté en 8 semaines. Donc prenez les devants et puis évitez d'avoir un passage feuille-papier archaïque alors qu'il suffit juste de connecter une application
informatique. C'est même commencé. Il y a un système alternatif qui s'appelle la Boétie. On milite juste pour qu'il soit mis en service de manière efficace. Et dernier point que je voudrais souligner, puisque je suis quand même responsable d'un syndicat professionnel, si une souche est détectée quelque part, en Haute-Garonne, je dis n'importe quoi, ce qu'on nous demande, c'est de renvoyer cette souche au Centre national de référence des virus respiratoires, ce qui est normal. Vous imaginez que la transmission de cette souche, l'emballage, tout le conditionnement, c'est quelque chose de compliqué. Ça part pas par la poste, en enveloppe. Ça coûte au laboratoire 200 €. On a demandé juste que ce soit pris en charge par le pouvoir public. Ça me semble légitime. On nous demande d'envoyer. On est d'accord pour envoyer, mais quand même, non, une fin de non-recevoir. Voilà. Donc ça, pareil. Ça pose quand même une vraie question, quand même, ça. Parce que le Covid, c'était il y a 4 ans. Enfin, c'est pas vieux. C'était pas 1918 et la grippe espagnole. Ça interroge quand même sur la capacité qu'on a à oublier rapidement et à repartir sur des travers anciens. Côté politique, gouvernemental, c'est pas vous uniquement, hein, mais de façon globale. Oui, Jérôme. Rappelons qu'au début de la crise Covid, il a fallu plusieurs semaines, au moins 4 ou 5 semaines, pour que les ARS autorisent les labos vétérinaires à pratiquer les tests Covid. Ouais. Et il y a plein de personnes qui bataillaient, parce que dans chaque département, on a des services vétérinaires efficaces, des labos départementaux, et ils étaient tout à fait habilités, et je veux dire, le personnel est formé à pratiquer des tests. Et les ARS ont traîné les pieds, ça a pris des semaines avant que les labos puissent être opérationnels. Alors ils ont été du jour au lendemain opérationnels, mais il leur a fallu un feu vert. Il a fallu que l'administration enclenche le pas. Et je pense que c'est d'abord un verrou aussi administratif. Quelque part, on cloisonne entre la santé humaine et la santé animale. Ça qui n'est pas évident à gérer. Oui, Marie-Cécile. C'est bien pour ça que chez Agridé, on avait travaillé sur un sujet qui s'appelle Une seule santé, One Health, qui montre comment le monde agricole se positionne au carrefour de toutes les santé, des sols, des plantes, des animaux, des humains et de l'environnement, et qui demande à beaucoup plus de prévention justement et de surveillance en coordination des différents services. C'est ça qui est bien compliqué au niveau des administrations, ce manque d'habitude de travailler ensemble entre différents services sanitaires. Oui. Eric ? Ça coûte beaucoup moins cher de prévenir que de guérir. Oui. Simplement sur la grippe aviaire, on a mis 6 ans à se mettre d'accord pour vacciner, et simplement, la dernière vague a coûté plus d'1 milliard aux finances publiques en termes de compensation aux agriculteurs. Le coût du vaccin, c'est 100 000 €, c'est de 1 pour 10. Mais on a tardé aussi pour de mauvaises raisons, puisque certains voulaient exporter et ne voulaient pas vacciner pour... voilà. Et il y a aussi des raisons commerciales qui ont fait qu'on a pris du retard, qui ne sont pas dites, mais il faut les dire. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Alors... c'est vrai que les agriculteurs râlent sur les politiques, etc. Mais on a trouvé un agriculteur qui s'engage en politique. Il est là. Justement, moi, j'ai jamais été encarté au niveau politique. Et ça fait quelques années que je suis David Lisnard, qui est quelqu'un de très pragmatique, qui est maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. Il était sur le salon aujourd'hui. Et lui, son cheval de bataille, c'est justement la suradministration, la surtransposition et toutes ces choses qui entravent la libre entreprise et qui empêchent le pays de tourner rond. En fait, on a tout en France pour avoir une nation prospère, et on se plombe de tous les côtés en finançant par exemple nos propres associations qui vont venir empêcher tous les projets. Là, on parlait justement de construction de bâtiments d'élevage, aussi bien en porc, volaille. À chaque fois qu'il y a un projet qui apparaît, il y a une association, des pétitions en ligne, des choses comme ça qui arrivent. Et donc, on arrive à un sac de nœuds où l'acte de production est devenu quasi impossible. Et quand on s'y lance, on est devenu anti-compétitif parce qu'on a tellement de charges. Donc, la mère des batailles aussi de David Lisnard, c'est de s'attaquer à la réforme de l'État et notamment baisser cette dépense publique qui est exorbitante et qui plombe tout, qui plombe les charges sur le travail. Je veux bien que tu changes de micro parce qu'il marche pas bien. Donc juste par contre, et on redonnera après, oui mais ça tous les politiques ils disent il faut simplifier, ça fait 20 ans qu'on doit simplifier. David Lisnard c'est pareil, il dit oui on va réformer l'État, etc. Et il va rien faire s'il est au pouvoir. Non, je pense pas. Il est en train de travailler sur un projet avec une réduction de 200 milliards de dépenses publiques. Donc ça paraît énorme, mais en fait ça nous ramènerait à
à la moyenne de l'OCDE. C'est-à-dire aujourd'hui, on est à 56-57% de dépenses publiques. Je rappelle que quand l'URSS s'est écroulé, on était à 69%, on y est presque. Gorbatchev disait à Mitterrand que la France, après Cuba, c'était le dernier pays communiste. Et on est arrivé à un système qui est complètement délirant. Aujourd'hui, la dépense publique, c'est open bar. Même à la Cour des comptes, ils nous disent, non seulement on a des gens à la tête des agences qui sont soit incompétents, soit inconséquents, parce qu'on a cette dépense publique qui est exorbitante et qui plombe tout le monde. Parce que quand on regarde un salarié français, aujourd'hui, il y a 60% de ce qu'il gagne qui est confisqué entre guillemets par l'État. Ça part en cotisation dans un puissant fin que sont devenues les retraites. Et tout ça pèse sur notre compétitivité. C'est-à-dire que... Oui, mais Jérôme, ça c'est aussi le discours syndical, certainement la réalité. Tu ne trouves pas que la loi d'orientation agricole, elle a été trop loin et que quelque part vous n'êtes pas instrumentalisé à toujours vouloir taper sur l'OFB, etc., tout ça, sur les contraintes? C'est pas un discours un peu facile? Et l'agroécologie, il faut en faire, toi, t'es bio en plus. Oui. Alors, moi je trouve pas que Lisnard il aille sur ce sujet-là. Ce qu'il veut, c'est qu'on retrouve les moyens de produire, c'est-à-dire par la libre entreprise, c'est-à-dire qu'on arrête de se mettre des entraves, qu'on soit toujours sous le régime de l'autorisation. Bon, bien sûr qu'il y ait des normes, des contrôles, ça se l'entend tout à fait, mais qu'on arrête par exemple, dès qu'on ouvre un SIRET, ou même dernièrement c'était sur les auto-entrepreneurs, dès qu'on voulait mettre un pied dans l'entreprise et se lancer, poum, maintenant on voulait nous cogner tout de suite avec la TVA. Donc, non. Mais par rapport à la question, tu ne crois pas qu'on tape trop sur l'agroécologie aujourd'hui? On a pas, le sénateur qui voulait supprimer l'agence bio, c'est une bonne idée? Laurent Duplon. Oui, j'ai pas bien compris parce qu'en fait c'était déjà un budget dans le budget du ministère de l'Agriculture. C'était pas beaucoup, c'était 3, voilà, 3 millions d'euros. Ils sont 22 agents qui sont au sein du ministère et qui font un boulot exemplaire parce qu'ils connaissent tout le monde, ils connaissent à fond la filière. Et je trouvais ça un peu facile d'aller taper là-dessus. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas manipulé là aujourd'hui en disant attention, trop de normes, trop de bio, trop de ceci, trop de cela? Tu le ressens pas comme ça, toi? Il y a toujours un peu de manichéisme. Alors moi, j'évite ce débat-là où on essaie toujours de nous dire les chimistes contre les bio. Ouais. En fait, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire notre modèle, il est tellement pluriel, on a tellement de terroirs, de possibilités de marché aussi derrière, que c'est un faux problème, quoi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors lui, la chimie, il y croit. Miguel Lepelley, puisqu'il est responsable marketing chez Yara. Et Yara, vous faites des engrais, et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'effectivement, pour faire le lien, Covid, guerre en Ukraine, ça fait 3 ans. 2022, flambée des matières premières, etc. 2023, gueule de bois. 2024, compliqué, le blé pas cher, etc. 2025, même combat, pareil. On manque... les agriculteurs ne gagnent pas leur vie sur leur exploitation. Et côté engrais, c'est compliqué parce qu'on est entre le marteau et l'enclume, si je peux me permettre. C'est-à-dire que d'un côté, on produit en Europe. On veut produire en Europe, souveraineté industrielle. En France, on a des usines, à Bordeaux par exemple. Et marteau et l'enclume, un prix de gaz qui est 5 à 10 fois plus cher qu'aux US ou encore pire qu'en Russie. Ce qui me fait le lien vers le plafond de verre aujourd'hui, qui est drivé parce que depuis cette guerre en Ukraine, on parle beaucoup de Russes, on a beaucoup d'engrais russes qui arrivent et qui en fait mettent des prix bas sur le marché, et ce qui ne nous permet pas de dégager suffisamment de marge sur cette valorisation de gaz, et ce qui fait que derrière, on ne vit plus de notre système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les engrais, tous, nous les premiers en tant que leaders en Europe, et les autres, on est tous en train d'arrêter depuis 2 ans nos unités, d'abord en les mettant en chômage technique, puis en les baissant, puis en les transformant. Et où va-t-on? Donc aujourd'hui, on est obligé, on est en demande de la mise en place de sanctions pour qu'au niveau de ces engrais russes, on ait une protection, parce qu'à un moment donné, on veut une souveraineté alimentaire, mais pas de souveraineté alimentaire sans souveraineté industrielle. Et aujourd'hui, tout va mal, dans le sens où l'agriculture ne se porte pas bien, l'industrie ne se porte pas bien non plus. Mais il faut absolument qu'on avance dans ces sujets-là. Jérôme, tu ne mets pas d'engrais, toi? Si, bien sûr. En bio, il y a des engrais de fond qui sont autorisés, des engrais organiques que je fais. Il vient d'où ton engrais azoté?
Essentiellement, c'est les effluents d'élevage, parce que donc c'est les lisiers et fumiers bovins que je composte. Mais il y a des engrais de fond comme la kiésérite ou le pactène mais tu mets pas d'engrais. Bon, je vais décrypter quand même le problème parce que c'est pas très clair. Encore plus direct. 2021-2023, plus 80% d'augmentation des engrais russes en France. France et en Europe. En France et en Europe. On devait freiner les importations de tout ce qui est énergie venant. Vous vous rappelez, le président l'avait dit, on va faire des sanctions, etc. Voilà. Résultat, le dernier du top du classement des engrais est devenu le second en France. Exactement. Voilà. Il était avant russe, maintenant il est devenu chypriote, bien sûr. Il décharge les bateaux dans nos ports français. Les granules d'engrais sont mis dans des big bags de façon totalement anonyme. Les coopératives l'achètent, ou les négoces l'achètent parce que c'est 5 ou 10% moins cher que le prix du marché. Et tes collègues agriculteurs achètent sans se poser la question de la traçabilité et de l'origine. Or, cet engrais, Poutine a mis une taxe de 7% au départ des ports européens, des ports russes vers les pays d'Europe, qui sert à financer l'effort de guerre. Et de notre côté, on finance l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. Donc, on est parfaitement cohérent. Mais au bout de 2-3 ans, alors, le monde agricole ne veut pas trop en entendre parler parce que c'est un peu tendu et puis ils achètent au moins cher, alors que c'est un vrai problème d'origine et de dépendance. Aujourd'hui, 10% de l'assiette végétale dépend de M. Poutine. Et si les usines d'engrais, comme il y en a beaucoup qui ferment en Europe, à cause de mesures de dumping, on va se retrouver totalement dépendant de la Russie. Il y a un texte européen que vous allez peut-être voter, je ne sais pas si vous allez le voter, qui vise à taxer les engrais russes. Est-ce que vous allez le voter ? Alors d'abord, il y a une proposition de la Commission sur le sujet. On vient juste de nommer les rapporteurs en commission agriculture du Parlement européen. Donc le débat va commencer. Il sera probablement soumis à des amendements, je pense, de plusieurs groupes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut arrêter d'être naïf de façon générale dans le commerce international, mais bien sûr avec des acteurs comme la Russie ou la Biélorussie, puisque les deux pays sont concernés sur le sujet. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la Russie, par des subterfuges, arrive à financer son effort de guerre. On a vu ça dans l'histoire, vendre des produits sous d'autres couleurs pour ramener des devises qui permettent d'enrichir l'effort de guerre. Donc évidemment, il faut lutter contre et ne pas être plus naïf et ne pas demander aux agriculteurs de prendre une décision qui dépend avant tout de la puissance publique. On s'adaptera sur le marché à condition que la puissance publique tienne fermement une position et qu'elle ne change pas sa position au gré du vent en fonction des intérêts de telle ou telle société. Donc ça, c'est important. Il y a d'autres aussi éléments qui sont importants. C'est lutter contre la flotte fantôme qui sert justement de vecteur pour l'ensemble de ces produits russes et biélorusses vers l'Europe et d'autres continents et qui permettent de très fortement enrichir l'effort de guerre russe, j'allais dire soviétique, mais des fois j'ai du mal à saisir la différence. Eric, vous avez le sentiment, vous qui connaissez les parlementaires donc, européens, il y a une prise de conscience, notamment les Finlandais vont être très sensibles, les Polonais ou pas, ceux qui sont en proximité de la Russie? J'avais une amie polonaise qui disait qu'il y avait un proverbe qui disait « malheureux comme le voisin d'un Russe ». Donc les Polonais, les Finlandais, l'ensemble des pays de l'Est, les Roumains, les Bulgares se sentent extrêmement concernés quand même par cette proximité avec la Russie et comprennent le danger. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont avertis, les premiers, que Poutine ne s'arrêterait pas. Et pourquoi d'ailleurs ils veulent continuer l'effort de guerre en Ukraine? Parce qu'ils savent qu'après l'Ukraine, ça sera le tour des pays baltes et à la fin, ça sera le tour de l'Europe. Le danger d'une guerre sur le sol européen, tel qu'on l'imagine, l'Europe continentale, occidentale, ne peut pas être écarté aujourd'hui. Surtout avec la volonté des Américains de dire, si vous n'acceptez pas nos conditions, on retire le parapluie militaire américain. Et là, c'est presque... j'allais dire... L'accord qui est tombé cette nuit-là voilà, avec l'Ukraine c'est en disant... open bar pour Poutine. Mais oui, exactement. On va aller chercher les matières premières pour justifier encore une aide. Bioéconomie territoriale, levier de résilience agricole, on n'est pas très loin non plus. On n'est pas très loin parce qu'il s'agit de souveraineté. Donc là, c'est vrai qu'on n'est pas spécifiquement sur les engrais, mais on parle de souveraineté et alimentaire, et industrielle, et énergétique. Et on parle de décarbonation.
Donc la bioéconomie, c'est quoi? C'est l'économie du vivant, l'économie biosourcée, qui tente d'articuler en cohérence et en complémentarité alimentaire et non alimentaire. Et pour ça, l'agriculture, elle a une vraie carte à jouer, puisque avec la biomasse agricole, on a toutes ces applications-là, et c'est déjà une réalité, et déjà depuis plusieurs décennies, notamment avec le développement des biocarburants, depuis la première réforme de la PAC de 92. Et fort de ces expériences qui sont positives, puisqu'il y a eu une vraie structuration de filières, justement en cohérence alimentaire, non alimentaire, en termes de biocarburants, donc bioéthanol, biodiesel, mais aussi méthanisation, biogaz. Et bien, ce qu'on dit dans cette note qu'on vient juste de publier, donc l'association Chimie du végétal et puis Agridé, c'est que on peut continuer, on peut poursuivre justement le déploiement de cette bioéconomie comme levier de résilience des exploitations agricoles en particulier et des différents maillons de la chaîne de transformation agricole. Résilience, pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de diversification des productions agricoles, mais aussi des valorisations donc, de ces types de biomasse. Donc, comme le disait Sophie tout à l'heure, en termes de chimie du végétal, avec des marchés différents de celui de l'alimentation, en termes d'énergie bien sûr, mais aussi biomatériaux pour la construction par exemple, pour les fibres textiles, etc. Et donc voilà, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et finalement on dérisque la production agricole, mais sous condition. Ça ne marche pas à tous les coups évidemment, et pour que l'agriculteur se lance dans ces projets-là, il a besoin d'être accompagné, il a besoin que ce soit des projets de territoire, c'est pour ça qu'on parle de bioéconomie territoriale, projet de territoire avec une production et une unité de transformation sur un territoire, une unité de valorisation qui s'appelle souvent une bioraffinerie, qui, à l'image d'une raffinerie pétrolière, finalement, va pouvoir extraire des molécules, les craquer et les fonctionnaliser pour pouvoir trouver des marchés à valeur ajoutée de préférence. Et Sophie, des marchés qui sont énormes. Oui, et c'est des marchés qui sont énormes, qui sont en croissance en plus. En fait, il y a environ 10% du pétrole qui est utilisé dans la chimie. Donc ça montre quand même qu'il y a un potentiel important puisque les ressources pétrolières sont limitées et sont source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un vrai besoin de la transition de l'industrie en général et de la chimie en particulier. Et donc d'utiliser du carbone renouvelable permet de produire des produits qui sont innovants, qui sont moins impactants pour l'environnement, et ça permet aussi de donner des revenus complémentaires pour les agriculteurs. Et en fait, j'interpelle monsieur le député parce qu'en fait, il y a une stratégie nationale bioéconomie donc française, et on attend la prochaine version, et au niveau européen, ça va être discuté en 2025. Donc vous allez avoir sur la table prochainement des discussions sur une projet de stratégie bioéconomie au niveau européen. Il faut vraiment que la France puisse porter ce projet et le transposer au niveau national, parce qu'on a tout en France. On a l'agriculture, mais on a aussi la forêt, on a un secteur industriel qui est là, et on peut être les champions de la bioéconomie, et pour l'instant on est derrière l'Allemagne. Oui, ça patine. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis? Non, la bioéconomie, bien sûr, mais quand on parle d'agriculture, je pense que la première fonction de l'agriculture, c'est quand même de produire de l'alimentation. Donc attention en termes de hiérarchie sur ce que l'on fait avec l'économie et les produits naturels. Mais bien sûr que c'est une ressource. Moi, j'habite à 15 km d'une splendide usine qui s'appelle la raffinerie de Tartas, qui a produit du papier et aujourd'hui se projette dans les biocarburants pour l'aviation du futur. Donc bien sûr qu'on a des possibilités extraordinaires avec nos forêts, avec nos cultures, mais n'oublions pas que la première fonction de l'agriculture, c'est de nourrir. Mais vous avez tout étudié. Oui, on est tout à fait d'accord avec ça, évidemment. Food first, l'alimentation en premier, c'est clair. Et c'est pour ça que dans nos travaux, en fait, ce qu'on promeut, c'est la production de biomasse qui est cette double fonction, c'est-à-dire différentes parties de la biomasse, certaines qui vont dans l'alimentaire et d'autres dans le non-alimentaire, en complémentarité. Donc des sous-produits qui iraient donc, dans le non-alimentaire, mais l'alimentaire reste quand même à la base. Tout à fait. Très bien, on va finir avec vous, Eric. Le Mercosur, vaut mieux le dire aux agriculteurs, c'est sûr qu'il va être signé. Déjà avant, c'était quasiment sûr. Et là, maintenant, avec le positionnement avec Trump, on ne va pas se fâcher avec l'Amérique du Sud. Alors, signé, oui, parce qu'il l'est signé. Il est signé. La question, c'est ratifié. Ratifié. La question, c'est comment on le ratifie. Est-ce qu'on scinde et on sort la partie commerciale? Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de l'unanimité. Parce qu'au départ, c'est un accord mixte. Donc, normalement, il faudrait avoir l'unanimité des États et la ratification à l'échelle de chaque État. Ça semble impossible.
ratifier si on sort la partie purement commerciale. Oui, non, je sens quand même que, y compris chez les parlementaires, de très nombreuses questions se posent parce que parmi les choses qui ont été mises en avant par Madame Ursula von der Leyen lorsqu'elle s'est présentée devant le Parlement et qu'elle a été élue avec une très faible majorité, elle avait posé la question de la réciprocité. Or, la réciprocité, pour qu'elle existe, il faut des actes juridiques. Et en l'occurrence, on ne les a pas, ces mesures miroirs, dans l'accord Mercosur, qui est un accord d'un autre siècle. Il a été imaginé en 99. En 99, M. Poutine arrivait au pouvoir. Il s'en est passé des choses depuis. Donc vous êtes optimiste ou pas? Alors, moi, je suis optimiste au fait qu'on puisse faire échec au Mercosur. Même si vous êtes minoritaire, même si beaucoup de pays sont pour, même si en France, certaines filières ont envie du Mercosur. Vous savez, l'histoire des minoritaires, c'est d'un jour de devenir majoritaire. On lutte tous pour ça. Bon, donc vous êtes optimiste. Deuxième sujet, la viticulture. Je crois que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus. Oui, alors il se trouve que j'ai quelques fonctions et je suis aussi président de l'intergroupe vin, spiritueux et nourriture de qualité au Parlement européen. Et sur ce sujet-là, on a beaucoup avancé, notamment avec la Commission, la DG Agri et le nouveau commissaire Hansen qui, je crois, doit se balader dans les couloirs. Qu'on a interviewé en début d'après-midi. C'est parfait. Voilà. Et donc, on devrait avoir un paquet viticulture très rapidement pour un certain nombre de mécanismes qui nous permettent de mieux gérer la viticulture, ses problématiques aujourd'hui. On pense notamment à l'aide à l'arrachage, où on devrait remettre cet outil dans les outils de régulation, parce qu'on parle beaucoup de simplifier. J'ai entendu un peu de déréguler, mais en fait, en agriculture, il faut beaucoup de régulation, il faut beaucoup de puissance publique pour donner de la perspective, de la sécurité, dérisquer en fait l'activité agricole, viticole, pour que nos agriculteurs puissent agir en sérénité sur plusieurs années. Et hier, on avait un producteur d'huile ici à cette table qui disait, d'huile d'olive française, qui disait j'arrive aujourd'hui à un équilibre, tout va bien, sauf que comme les viticulteurs, on leur incite à planter de l'olive, ça va déstabiliser totalement le marché de l'huile d'olive. Donc voilà, il faut faire attention, c'est comme la carotte dans les Landes, etc. À faire, ou de la lavande, puisqu'on fait la lavande maintenant en Eure-et-Loire. Faut faire attention, les agriculteurs, à ce qu'on met en terre. Enfin, globalement, on ne va pas faire n'importe quoi. Alors la carotte, simplement un mot, les Landes sont le premier producteur de carottes en France. Hein. Oui. Donc il y a une vraie culture de la carotte, si je veux dire, de l'asperge. Mais depuis combien Les grandes exploitations qui font des carottes, c'est pas très vieux. Ah, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années. Oui, 20 ou 30 ans, c'est ça. Oui. Mais quand c'est arrivé, ça a déstabilisé le marché parce que les moyens n'étaient pas le même, les tailles des parcelles n'étaient pas le même, voilà. Donc on peut déstabiliser facilement les marchés. Oui, mais je pense que c'est justement un produit sur lequel on est plutôt en tête. Ah, mais il défend bien les Landes, hein, vous défendez bien votre pays. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici. Et puis on rappelle surtout pour le réseau d'épidémiosurveillance, il faut le mettre en place avec des moyens dignes de 2025. Merci à vous et surtout, merci à vous. Merci.